Comment on dit? Elle... Tiens, Amsterdam par les couilles. Oui. Elle tient Amsterdam par les couilles, c'est ça. Elle tient Amsterdam par les couilles, sauf qu'à la fin, c'est Amsterdam qui les lui casse. Qui lui casse quoi? Les couilles. Amsterdam lui casse les couilles, d'accord? Genre quoi? Genre, elle s'est pris le plafond de verre en pleine gueule? Genre ni verre ni gueule. Il n'y a pas de plafond là-bas, juste des couilles à casser. Genre quoi? Genre cassé. Genre, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est ça. D'ailleurs, elle ne l'a pas faite. Quoi? L'omelette? Parce que les œufs cassés lui sont restés dans la main. Genre quoi? Genre littéral. Elle voulait faire une omelette, elle a cassé des œufs. Elle a cassé 2 œufs. Mais ils lui sont restés dans la main parce qu'elle ne les a pas cassés directement dans la poêle. Ou plutôt si. Elle les a cassés directement dans la poêle, mais... quoi? Il y avait plus de gaz? Plus de gaz. Plus de gaz, d'accord. Parce que... Parce que quoi? Mystère et boule de gomme. Exactement. Elle se demandait pourquoi elle n'avait plus de gaz. D'accord. Elle se demandait pourquoi elle n'avait plus de gaz, jusqu'à ce que soudain... 8h27 du matin. On frappe. Toc, toc, toc. C'est le facteur. Non, le facteur ne monte pas dans les étages. Ah bon? Pas à Amsterdam. À Amsterdam, le facteur ne monte pas. Il glisse le courrier par une fente, pratiquée dans la porte de l'immeuble. D'accord. Il glisse le courrier par la fente. Les enveloppes s'éparpillent sur les marches. Et pour éviter de les piétiner, les habitants qui entrent ou qui sortent prennent leurs lettres et déposent les autres. Oui, ils déposent les autres en pile bien rangées sur la 2e marche ou sur la 3e. Sur la 4e maximum. Quant au facteur, André. Oui, André, qui n'est pas un simple facteur. Pas juste un mec qui distribue le courrier à vélo dans le noir du petit matin pour gagner sa vie. Non. Ah bon? Bien sûr que non. En vrai, c'est un étudiant en génie biomédical. Sauf qu'on s'en bat les couilles du facteur. Il n'a aucun intérêt, ce facteur. Il peut étudier le génie biomédical ou être SDF, rockstar, immigré, voire même appartenir à la famille royale, on s'en fiche. Parce que ce qui compte, ce sont les enveloppes. Les fameuses enveloppes qu'il glisse tous les jours par la fente de la porte. C'est comme ça à Amsterdam, pour tout le monde. Sauf pour sa copine, Victoria. Oui, Victoria, elle marche dessus et ça reste coincé sous son talon. Merde. On parlera de Victoria tout à l'heure. Pour l'instant, On frappe. sauf qu'à Amsterdam, non. Sauf que maintenant, si. Donc, ça ne peut être personne d'autre que le voisin du dessus. Parce que c'est un petit immeuble, il n'y a que 2 étages, avec un appartement par étage. Oui, un seul appartement par étage. À part elle et le voisin du dessus, personne n'a la clé de la porte d'en bas. Dans ce cas, ça ne peut être effectivement que le voisin, Yann. Il s'appelle Yann, le voisin. Oui, le vieux du dessus. Celui dont les cigares empestent la cage d'escalier. L'étroite cage d'escalier en colimaçon, dont les marches sont recouvertes d'un tapis rouge et usé. Tout imprégné de l'odeur de ses cigares. Yann. C'est vous, Yann? Elle ouvre la porte et... Personne. Ah bon? Personne. Elle voit juste l'enveloppe que Yann, ça doit être lui. Ça ne peut être que lui à glisser sous sa porte. Oui, il y a une enveloppe. Qu'il a glissé sous sa porte avant de se carapater. À moins que les toc-toc, ce ne soit pas lui. Quelqu'un a pourtant frappé. Il se carapate parce qu'il ne veut pas qu'elle le voie. Mais les toc-toc, c'est lui. Il ne veut pas qu'elle sente son odeur de vieillesse. Il ne veut pas qu'elle sente son odeur de fromage. Mais c'est quand même lui qui a frappé. À Amsterdam, on ne frappe pas aux Et portes. certainement pas lui, puisqu'il ne veut pas qu'elle sente Non, c'est pas ça. À Amsterdam, on ne frappe pas aux portes. son odeur de cigare. Pas ça non plus. Son odeur de genièvre, alors. Pas ça non plus. L'odeur des cigares qu'il achète dans une cave du Damrak. Toujours pas. L'odeur du genièvre qu'il achète chez Wine on Fucking, la célèbre distillerie située sous l'hôtel Krasnapolski, place du Dam.
Toujours pas. Si, le Dam. Le Dam qu'elle traverse à vélo pour aller au théâtre Frascati. Le Dam, qu'elle traverse à vélo pour revenir de la gare centrale d'Amsterdam, les fois où elle rentre En train? en train après... Après un concert. À Rotterdam. Oui. Les fois où elle rentre en train après une répétition à Maastricht. Oui. Les fois où elle rentre en train après une visite à Utrecht. Oui. Les fois où elle rentre en train de Paris. Oui. De Berlin. Oui. D'Israël. Elle rentre en avion d'Israël, mais prend le train de l'aéroport jusqu'à la gare centrale d'Amsterdam. Alors que Yann, lui, jamais. Il ne passe jamais par cette gare. Yann va place du Dam 2 fois par an, c'est tout, quand il n'a plus d'eau de vie. Quand il a terminé son genièvre supérieur de chez Wynand Foking. Un genièvre pur Malte. Il prend son vélo, roule jusqu'au Dam, bifurque dans la ruelle qui passe sous le Krasnapolski. Après, il met pied à terre, attache les roues avec un cadenas, cale le guidon contre un Amsterdam-Merch Il s'agit du nom donné au petit poteau planté au bord des trottoirs. et entre dans la distillerie. Où il est accueilli par Hans. Hans, Oui, Hans. Hans, le chauve qui sourit tout le temps. Hans, le chauve qui sourit tout le temps et ressemble à un smiley jaune, ou à un délicieux morceau de vieux gouda, ou encore à un magnifique soleil à son zénith. Donc, Hans lui demande « Da, meneer Jan, wat kan ik voor u doen ?» Bonjour, monsieur Yann. Que puis-je faire pour vous? comme s'il ne savait pas que Yann venait acheter de nouvelles bouteilles. Comme s'il ne savait pas que Yann ne vient que lorsqu'il a terminé son genièvre, c'est-à-dire exactement tous les 6 mois. Depuis 30 ans. Depuis 40 ans, Depuis 50 ans. Comme s'il ne savait pas que Yann allait lui demander une nouvelle bouteille de genièvre supérieure à emporter. mais pas avant d'avoir bu un petit verre pour la route et surtout, après avoir lancé à un touriste allemand en riant sous cape « Rendez-moi mon vélo, Il rit. Sous sa moustache, en l'occurrence. mon vélo !» Les Allemands ont pris tous les vélos des Hollandais Ah bon? pendant la Seconde Guerre mondiale. Yann attend aussi que la rougeur sur les joues de l'Allemand s'estompe. Et là, ils marmonnent. Ils ont pris tous nos vélos. Tous nos vélos. Ah bon? Pour le métal. Mais il ne frappe pas à la porte. Non. Parce qu'il ne veut pas la voir. Il ne veut pas voir sa sale gueule enjuivée, enchaînée, endeuillée, empathique, en fatigant. Yann, Sa gueule enjuivée, avec ses cheveux qui pendouillent. À la Anne Frank, comme ça, Ni ses yeux fiers et dominateurs. Yann, dont le regard lui bouche l'horizon. Ni son haleine fétide de Shylock. Ni les franges dégueulasses du châle de prière dont le petit youpin qu'elle porte dans le ventre s'enveloppe déjà. Yann, non, pas lui. Si, Yann. Le voisin du dessus. Impossible. Pas Yann. Mais alors pourquoi ne frappe-t-il pas à la porte? Pourquoi? Il ne veut pas la déranger. Il ne veut pas la déranger parce qu'il sait qu'elle est enceinte de 9 mois. Mais l'enveloppe. Oui, une enveloppe couleur kaki en provenance d'Israël Non. avec le... Non, en provenance d'Israël avec le... Non. Alors quoi, elle vient du conservatoire d'Amsterdam, cette enveloppe? Non, Du Philharmonique de Bruxelles. Non. Du Carnegie Hall. non plus. Elle est peut-être estampillée du blason d'Amsterdam, cette enveloppe? Oui, c'est ça, le blason d'Amsterdam. En anglais, The Coat of Arms of Amsterdam. En néerlandais, het wapen van Amsterdam. En polonais, Herbe Amsterdamou. En espagnol, el escudo d'Amsterdam. En danois, Amsterdam Biffoten. Héroïque, résolue, miséricordieuse. Jamais je n'oublierai l'émotion qui nous a étreints. Lorsque, réfugiés à Londres, nous avons appris par des témoins oculaires la manière dont toute la population de la ville s'est opposée à la barbarie. Yann, Oui, Yann. Ça doit donc être urgent. au point de ne pas laisser la lettre sur le tapis rouge de l'escalier. Au point de remonter, malgré ses vieilles jambes, de la laisser sur le seuil et de frapper à sa porte. À Amsterdam, on frappe pas aux portes. C'est une lettre de la mairie. C'est Oh, c'est une facture. Une facture, ok, une facture. De gaz. une facture de gaz si énorme qu'il... De 17 000 euros. 17 000 euros? De gaz? Quoi, elle a ouvert une station pour remplir toutes les bonbonnes de plongée sous-marine de la ville? Elle a lancé une fusée hybride dans l'espace? Elle a génocidé un peuple? Silence. Silence? Pourquoi silence? Tu viens de dire génocide. Et alors? Après un génocide, on marque toujours un temps Ah bon? de silence. Tu veux dire après le mot génocide? Après le mot génocide, il y a un silence. Un temps de silence.
Alors disons carrément un soupir. Un soupir. C'est comme ça que ça s'appelle en musique. Pourquoi en musique? Parce qu'elle est violoniste. Ah bon? Mais oui, elle est violoniste. On a oublié de le préciser. Et non seulement elle est violoniste, mais ça marche plutôt bien pour elle. Elle a même composé le célèbre concerto Pour violon. En sol mineur. Le paradoxe de Letourneau. Le para? Dox. De Letourneau. De Letourneau. Elle a composé un concerto qui s'appelle le paradoxe de Letourneau. Et c'est cette œuvre qui lui a valu sa gloire. Sa gloire. N'exagérons rien. Disons une certaine reconnaissance. Ce concerto lui a valu une belle notoriété. Locale pour l'instant. Avec quelques débouchés vers les capitales européennes les plus proches. D'accord? Donc, un soupir. Un temps. De silence. Un temps de silence. Un soupir. Si ça peut te faire plaisir. C'est le terme adéquat. Un temps de silence égale un soupir. Mais si le silence est d'une durée indéterminée? Point d'orgue alors. Indéterminé ne veut pas dire trop long. Juste le temps de soupirer. Le temps pour l'interprète de prendre une pause. D'accord pour la pause, mais pas trop longue. 4 temps, c'est comme ça. De toute façon, qui n'a pas besoin d'une pause? Après avoir dit le mot, Génocide? matin. 9h13 exactement. Elle attend à la caisse du supermarché. Elle fait la queue. Derrière elle, il y a un jeune homme qui a l'air de s'ennuyer. Un type lambda, un blanc, avec un regard vide. Réprobateur. Réprobateur. Oui. Inquisiteur. Parce qu'il la prend pour une immigrée. À cause de ce qu'elle a mis dans son panier. Bah, une pizza napolitaine, une bouteille de Bordeaux, un sachet de choux de Bruxelles et des saucisses de Francfort au poulet. Il pourrait la prendre pour une italienne. Il pourrait, mais non.
La seule chose qu'il est capable de se dire, c'est qu'elle lui pique sa place dans la queue. Elle pense qu'il pense qu'elle lui pique sa place dans la queue. Que si elle n'était pas là, on attendrait moins longtemps à la caisse des supermarchés? À la poste? Et à la pharmacie? Que si elle n'était pas là, ce serait peut-être lui qui habiterait au bord du Kaiserschracht. Le canal de l'Empereur, le 3e des 4 canaux du centre d'Amsterdam. Il a toujours voulu habiter là-bas. Mais l'appartement lui est passé sous le nez parce que c'est elle qui l'a eu, et pas lui. Elle aussi voulait habiter au bord du Kaiserschracht. Le canal de l'Empereur, le 3e des 4... Elle aussi voulait pouvoir traîner sur le parquet en sloffen, Pantoufle, en néerlandais. plaquer ses hanches contre le radiateur mural et voir à travers le double vitrage les canards cacarder dans le canal. Elle aussi voulait pouvoir surveiller d'en haut sa bicyclette, attachée par 2 chaînes au petit pont. Elle laisse même son panier à provisions sur le porte-bagages. Ça ressemble à une selle de cheval sur laquelle un type bourré aurait jeté une canette vide de Heineken. Sur laquelle le type bourré aurait pissé sa canette de Heineken. Ah! Il se dit qu'elle applique les préceptes de sa religion. Elle pense qu'il pense en voyant qu'elle a acheté des saucisses au poulet et pas au porc. Qu'elle est musulmane pratiquante. Ah bon? Elle pense qu'il pense que si elle prend ses saucisses dans le rayon halal, elle est forcément musulmane. Et alors? Alors, il est sûr qu'elle est arabe. Et c'est parce qu'il la prend pour une arabe qu'il se dit qu'elle lui pique sa place dans la queue. Il se dit même qu'elle lui pique 2 places dans la queue. Il se dit que j'ai dans le ventre un parasite qui va lui sucer l'agent de ses impôts. C'est ce qu'elle pense qu'il pense? Lui sucer l'agent. Elle débloque ou quoi? L'argent, pas l'agent. Elle se dit, explique-lui que tu es juive. Il est peut-être juif, lui aussi. Oui, raconte-lui que tu viens d'Israël. Peut-être qu'il a... Elle prend la facture de gaz qu'elle a reçue par la poste. Par Yann. Elle prend la facture que Yann a déposée. Demande-lui qu'il te la traduise. C'est ce qu'elle se dit. Parle-lui en anglais avec un accent américain. Et fais-lui aussi comprendre que tu as un bac+4. Qu'il sache que tu n'es pas n'importe qui, que tu viens d'un pays occidental, laïque et démocratique. Qu'il sache que tu es violoniste et juive. Elle pense qu'il pense qu'elle ressemble à la caissière. Elle pense qu'il pense que sous son hijab, la nana a la même tête qu'elle. Elles ont déjà la peau et les yeux de la même couleur. Elle pense qu'il la voit comme une arabe laïque, genre turque ou marocaine. Elle pense qu'il la prend pour une caissière qui travaille dans un autre magasin. Les caissières aussi font leurs courses en grande surface. Alors elle se fourre les écouteurs dans les oreilles et se met à chanter en anglais. Elle pense qu'il va penser qu'elle est italienne. Il pense que c'est une Italienne qui achète du vin français. Ou c'est une caissière arabe non pratiquante qui suce l'argent. Elle demande à la caissière en anglais combien elle lui doit. Pourquoi en anglais et pas en néerlandais? En néerlandais? C'est pas le moment de faire des travaux pratiques. En néerlandais. Ik moet mijn Nederlands oefenen. Qu'est-ce qu'elle dit là? Je dois m'entraîner à parler néerlandais. Ik moet mijn klote Nederlands oefenen. Je dois m'entraîner à parler ce putain de néerlandais. Attention, l'accent trahi. Immigré ou réfugié. Ou rescapé. Elle ne parle qu'en anglais avec la caissière. Elle s'excuse de ne pas parler néerlandais. Comme ça, elle passe pour une touriste. Une touriste américaine. De quoi leur gratouiller les préjugés, leur chatouiller les stéréotypes. Elle fait de la marmelade avec leur salade nationaliste. Elle se dit... Politis-toi. Hitler, Socialise-toi. vive la révolution. Intègre-toi. Les immigrés, dehors. Sois-toi. L'Europe aux Européens. Débrouille-toi. Montre-lui la facture de gaz que t'a refilé Yann. Rappelle-lui d'où il vient, lui, avec la bière hollandaise et les côtelettes de porc qui roupillent au fond de son panier. Hamas, Jodenades. Hamas, les juifs au gaz. Vas-y, dis-lui. En betalen, Allen, 2 pour le prix d'un. Mevrouw, madame, c'est le type de la queue qui s'adresse. C'est le type de la queue qui s'adresse à elle. Mevrouw, Van Heurten. Une facture de gaz de 17 000 € au nom de Madame Van Heurten. Mevrouw. mevrouw. Van Heurten. La propriétaire de l'appartement. Feu la propriétaire. Mevrouw. Mevrouw, Van Heurten. Ja! Ja, ik ben aan de beurt. c'est à vous. Des saucisses à l'âle, du pain d'épeautre, de la mayonnaise et des cornichons. 17 000... Mevrouw van Heurten. 11h25 du matin. Elle... Passe une échographie pelvienne. Une échographie endovaginale. On entend le cœur? Silence.
Les battements du cœur? Silence. Elle demande à ce qu'on lui fasse écouter les battements du cœur. Silence. Je suis violoniste, c'est ce qu'elle voudrait lui dire. J'ai joué avec le Philharmonique d'Amsterdam. Voilà ce qu'elle voudrait lui dire. Il va certainement au concert. Son père, c'est sûr. Au concert, à l'opéra. Et écoute sûrement du Wagner en préparant à dîner. Oui, sûr qu'il dirige à la baguette ses poils en téflon, avec des cuillères en bois. Il pousse les brûleurs crescendo et marmonne. C'est ce qu'on appelle une œuvre d'art totale. Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Elle se demande si elle ne devrait pas lui raconter quelque chose de personnel. Pendant qu'il lui enfonce la sonde entre les jambes? Lui raconter quelque chose de personnel. Il est vivant ou il est mort? Où elle se dévoilerait et parler de son copain hollandais, par exemple. Elle voudrait instaurer une sorte d'intimité entre elle et le médecin pendant qu'il se fait des réflexions désobligeantes sur ses poils pubiens qui sont vraiment très noirs. Elle voudrait lui raconter quelque chose, n'importe quoi. Par exemple, lui parler de cette soirée en Belgique, au château de Spontin, un château datant du XVIe siècle. 32 cm de périmètre crânien. Donc, dans ce château, à Spontin, à l'étage des domestiques, Environ 2,7 kg. elle a pris de la méthylène dioxyméthamphétamine. De la quoi? De l'ecstasy. Elle a pris de l'ecstasy et elle planait complètement. Exactement 10 secondes avant minuit, les 10 dernières secondes de l'année, parce que c'était le soir du réveillon. Le compte à rebours avait déjà commencé et elle est sortie dans la neige, à l'extérieur du château. Oh, dès que le feu d'artifice a éclaté, elle est sortie comme ça, en robe. Une robe qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion dans une petite boutique vintage d'une des 9 ruelles du Jordan. Une robe couleur pastel, avec des lignes rouges, en zigzag et sans manches. 5 doigts au pied droit. Ce qui a vraiment contrarié son copain. Tu dois mettre un manteau. Soit tu retournes dans le château, soit tu enfiles un manteau. Là, c'est le conduit auditif externe. Et après, il a dit: j'ai envie de coucher avec toi devant la cheminée. Elle raconte que son Hollandais lui a dit « j'ai envie de coucher avec toi devant la cheminée ». Mais le radiologue n'écoute pas. Parce qu'il est occupé, oui. Il est en train de visualiser l'anatomie de son bébé grâce à la sonde qu'il lui a fourrée entre les Il jambes. est occupé, d'accord, mais il la fixe quand même de temps en temps droit dans les yeux. Quand il lui décrit des détails rigolos, comme les testicules ou les narines. Et quand il la fixe comme ça, droit dans les yeux, il voit des mamelons tout roses. Elle pense qu'il voit les mamelons tout roses de femmes juives qui courent nues dans les rues du ghetto. Du coup, il ne sait plus s'il veut lui tirer dessus, la baiser ou la sauver et l'épouser. Quand il la regarde, il voit une tête de juive avec le symbole euro qui clignote dans chaque pupille, comme chez Walt Disney. Quand il la regarde dans les yeux, il voit ses seins. Il voit Jésus marchant sur les eaux. Non, il ne voit que son nez, il se dit... Elle n'a pas le nez juif? Tiens, elle n'a pas le nez juif. Ah bon? Justement pas. Silence. Le nez juif, justement pas. Elle pense que si elle lui dit où elle habite, il ne la prendra pas pour... Pour une pauvre immigrée qui vit dans un quartier où personne n'ose mettre les pieds. Pas même la police. Si elle lui dit qu'elle habite sur le Kaisersgracht à côté du musée de la photographie... Il saura qu'elle est à Amsterdam parce qu'elle a choisi d'y être. Il saura qu'elle est là parce qu'elle peut se le permettre. Et qu'elle est en train de vivre une grande aventure. Elle pense qu'elle devrait lui parler de son appartement sur le Kaiserschracht. Et aussi des planques dans les murs. Des planques et des passages secrets. Et de la facture de gaz. Voilà, exactement, c'est ça qu'elle doit faire. Lui parler de la facture de gaz. Elle sait qu'elle doit lui en parler. Elle veut la lui montrer, lui demander ce qui est écrit dessus. Et aussi, franchement, lui demander pourquoi c'est elle qui l'a reçu. Pourquoi parmi tous les êtres humains sur Terre, c'est justement elle qui a reçu une facture de gaz aussi énorme. Parce que, à supposer qu'elle ait une fuite de 17 000 €, comment expliquer qu'elle soit encore vivante? Elle sait qu'il peut lui traduire ce qui est écrit sur la feuille, mais elle préfère lui parler de son appartement, dont les fenêtres donnent sur le canal, et de l'arbre tronqué où quelqu'un a accroché une paire de chaussons de bébé. Ce qu'elle ne précise pas, c'est à quel point elle aime cette vue-là, à quel point elle s'estime chanceuse d'habiter sur le Kaiserschracht. Au lieu de ça, elle dit... Ce paysage ne ressemble en rien au paysage de mon enfance. Chut. Le pour ralenti? Souffrance fétale? Le pour ralenti? Et pourquoi ne lui raconterait-elle pas qu'elle a composé le paradoxe de l'étourneau? Tu as dignement représenté la Hollande. Bennik von Dutzenbloem. L'assistance est priée de se lever pour entonner l'hymne national. Bennik von Dutzenbloem. Du sang allemand coule dans mes veines. Cette phrase est tirée de l'hymne national hollandais. Quand on lui demande à elle de le chanter, elle change les mots en « du sang juif coule dans mes veines ». Quand j'étais petite, on allait tous les samedis à la plage au nord du pays. On rentrait en fin de journée et au moment où le ciel commençait à s'obscurcir,
On voyait des nuées des tourneaux par la fenêtre de la voiture. Ce qu'il aimerait, le radiologue, c'est lui offrir le paysage dont il a joui toute son enfance. Les étourneaux! Les étourneaux volent groupés, dans le même sens. Et tout à coup, en parfaite synchronisation, ils changent de direction. Pas pour les beaux yeux des humains, non, il ne s'agit pas d'une féerie céleste orchestrée dans le but de séduire un public éphémère. En fait, ce n'est pas du tout un spectacle destiné à épater qui que ce soit. Les étourneaux ne savent pas qu'on les regarde. Et non seulement ils ne le savent pas, mais en plus ils n'en ont rien à foutre de nous. Ah bon? C'est leur instinct de survie. Exactement. Le groupe qui était compact se disperse en un quart de seconde. Ça crée un appel d'air et hop, le prédateur se retrouve sur le dos, tout retourné. Paf! Quand le radiologue apprend qu'elle vient d'Israël, il a un petit sourire vicieux. Il aime son côté militant, Mais enfin, elle est violoniste. qui vient peut-être de ce qu'elle a été à l'armée, ou au kibbutz. À moins que ce ne soit le résultat d'un délire de persécution collectif. Elle le fait fantasmer. Il l'imagine au milieu du désert, un M16 à la main. Les Israéliens n'ont-ils pas tous une mentalité des tourneaux? C'est surtout ce mot, étourneau, ça. Oui, c'est pourquoi à Amsterdam, elle peut vivre pleinement sa nature d'étourneau sans devoir se mettre au diapason du collectif. Elle est le paradoxe qu'il doit résoudre. Il ne s'agit pas de paradoxe, mais de polyphonie. Chaque voix a sa propre indépendance rythmique et aucune n'est prédominante. Elle est violoniste. Elle est paradoxe. Elle est ce fameux paradoxe de l'étourneau. Dis-lui que Yann a glissé une enveloppe sous ta porte, que tu l'as ouverte et que tu y as trouvé cette facture de gaz astronomique. Demande-lui de te la traduire, de te l'expliquer et de t'indiquer la marche à suivre. Mais lui, ce qu'il regarde, c'est l'intérieur de son utérus. Et aussi, il pense, c'est à ça que ressemble une chatte juive. Il sent l'odeur et pense, c'est l'odeur d'une chatte juive. Elle lui montre la facture en disant, regardez, une facture de gaz, 17 000 €. Tiens, le pouls est revenu. Ah oui, le pouls est revenu. 1h30 de l'après-midi, elle est assise en face de son agent. Une femme qui représente les talents les plus prometteurs de ces dernières années. Rien que des musiciens issus des meilleurs conservatoires européens. Donc, elle est assise là et elle pense... Quoi, elle me pose réellement la question? Vous lui posez réellement la question? Oui, oui, la question est réellement posée. Son agent la regarde droit dans les yeux et lui demande, sans le moindre sillement, elle lui demande... Oui. Quoi? Sans le moindre sillement, son agent pose une question qui la glace instantanément. Comme si soudain on était le 1er janvier et que dans les rues, les éboueurs ramassaient encore les débris de bouteilles de champagne éparpillés sur la neige. La question posée lui bloque instantanément la langue. Comme si soudain la terre entière ne savait plus parler anglais. Du coup, elle est obligée, oui, obligée, si elle veut se faire comprendre, de ne s'exprimer qu'en néerlandais, sans faute et sans accent. Son agent lui demande... Que dirais-tu de composer un requiem pour 551 enfants morts? Pour 551 enfants? Morts à Gaza! C'est ce qu'elle lui demande. Que dirais-tu de composer un requiem pour 551 enfants morts? Pourquoi devrait-elle composer un requiem pour 551 enfants morts à Gaza? Parce que politiquement parlant, ça aurait de la gueule. Elle serait considérée comme quelqu'un de bien, un esprit libre. Elle montrerait que, même dans la boucherie où elle est née, il y a des gens éclairés. Elle représenterait la lumière dans l'obscurité, en sachant, et personne n'est dupe, qu'elle servirait ni plus ni moins de cache-sexe pour masquer tout ce que le regard répugne à voir. Elle demande... Pourquoi est-ce que je dois porter ce flambeau partout où je vais? Elle pose la question, mais elle connaît la réponse. Elle sait aussi qu'elle est en fin de grossesse. Et qu'en fin de grossesse, il est fortement déconseillé de soulever des charges aussi lourdes que ce genre de flambeau. D'autant que ce gros ventre signifie d'abord et avant tout qu'enfin, après tant d'années, enfin, elle va avoir un enfant. Alors pourquoi? Oui, vraiment, pourquoi? Même s'il y a 551 enfants morts, et même si une femme de l'autre côté de la frontière en a perdu 3, parce qu'une bombe d'1 quart de tonne a atterri juste à côté de sa maison, oui, pourquoi n'aurait-elle pas, elle, le droit d'avoir un bébé? Oui! D'ailleurs, qu'est-ce qui l'oblige à écrire un requiem pour 551 enfants morts? Elle qui n'a pas eu de parents, ou si peu.
Elle qui n'aspire qu'à une chose, fonder une petite famille. Elle que tout le monde voyait déjà comme une femme sans enfant. Elle qui n'intéresse personne si elle compose un requiem ou un concerto sur l'amour. Ou si elle peint un paysage verdoyant, ou encore si elle écrit un livre sur une femme qui viendrait de Suisse, par exemple. Alors elle demande? Pourquoi, sans arrêt, me couvre-t-on de ce sang-là? Si elle demande ça, c'est parce qu'elle aussi est un être humain. Elle aussi est une femme, et elle aussi mouille quand, dans l'avion, un inconnu qui s'excuse de la déranger parce qu'il doit passer lui effleure des lèvres le lobe de l'oreille. Ah bon? Après tout, est-ce qu'elle a tué quelqu'un? Non. C'est vrai. Elle n'a appuyé sur aucun bouton, il serait injuste de prétendre le contraire. De même que ça ne regarde personne de savoir pour qui elle a voté. De même qu'elle n'a pas à se justifier d'avoir été à l'armée, ni d'avoir porté l'uniforme, peu importe la taille, ni d'avoir fait un salut militaire devant un petit gros qui exhibait ses galons et sa barbe, Quelle conne, mais quelle conne! ni d'avoir baisé avec des hauts gradés qui attendaient des nouvelles du front parce que des avions fabriqués dans un premier pays chiaient des bombes fabriquées dans un deuxième pays sur les immeubles construits dans un troisième pays. Elle n'a pas à se justifier d'avoir chanté l'hymne national. Avec fierté. Et d'avoir, pendant le lever des couleurs, tendu vers le haut du mât un menton aussi déterminé que tous les mentons, les drapeaux et les sexes virils érigés autour d'elle dans un même élan patriotique. Elle n'a de compte à rendre à personne. C'est son menton, sa chatte, sa jeunesse, son doigt, et ce bébé est le sien. Mais il sera européen. Ça oui. Parce qu'il sera mis au monde en Europe. On peut même dire qu'il entrera dans le monde par l'Europe. Telle est la loi. La loi? Vous qui aimez tellement les lois. Le père du bébé a déversé en elle une semence aryenne riche d'un énorme potentiel génétique. 1,90 m de masse musculaire, grande intelligence, yeux bleus et un petit faible pour la bureaucratie et le génocide. Un temps. De silence. Un soupir. Mais pourquoi ne lui parle-t-elle pas de sa musique? Du paradoxe de l'étourneau. Au lieu de mettre sur le tapis le paradoxe de Les Tourneaux, au lieu d'évoquer la musique qu'elle a déjà composée, au lieu de dire à son agent que ça ne la regarde pas, que c'est à elle de décider si elle veut Ou non. écrire un requiem Ou non. pour 500 51. enfants morts. Ou non. Oui, au lieu de lui dire ça, elle exhibe la facture. La fameuse facture qu'elle n'a pas osé montrer au type dans la queue du supermarché, ni au médecin qui lui a enfoncé sa queue en plastique entre les jambes. Elle lui montre la facture qu'elle traîne dans son sac depuis le matin, celle que Yann, son voisin, a glissée sous sa porte. 17 000 € de gaz à payer. Elle la montre à son agent dans un des bureaux de son label de musique classique contemporaine. Elle aime entendre ses talons résonner sur le trottoir le long du Kaisersgracht. Surtout la nuit. Quand elle sort jeter la poubelle. La veille du ramassage des ordures. Elle descend avec 4 sacs. Le papier ici, le verre là et le plastique là-bas. Elle est pour le tri sélectif. Silence. Pourquoi? Et tu viens de dire sélectif? Sélectif, sélection. Un temps. De silence. Un soupir. Si elle enfile ses bottes avec les talons en bois, Ça résonne sur la chaussée, Comme ça résonne dans sa tête. en écho du ghetto. Capo. Gestapo. Collabo. Ho, ho, ho. en écho des talons de Herman Brood, Oh oh oh. quand il sort de son van avec sa guitare électro. Et pénètre par l'entrée des artistes au paradiso. Elle entend l'écho oh oh oh. Oui, Et celui des talons de... Prairie folle aussi. oui. Quand il se dirige vers la salle de concert en imaginant le musée Van Gogh. Tout ça, elle l'entend dans l'écho de ses talons hauts. Oui. Elle entend aussi résonner ceux de Spinoza. Spinoza et son manteau. Oui. Et ceux de... Oui. d'Otto Frank. De Frank Otto. Oui. Au 263 Prinsengracht. Dans l'écho de ses talons hauts. Oui. Et ceux de l'Oberscharführer Karl Silberbauer. Il s'agit de l'officier SS ayant dirigé la section venue arrêter la famille d'Anne Frank dans sa cachette du 263 Prinsengracht. Oui. Dans l'écho de ses talons hauts. Oui. Tout ça résonne en écho de l'écho de l'écho.
Sans oublier l'enveloppe qui résonne dans son sac. La lettre qui résonne dans l'enveloppe qui résonne dans le sac. Les chiffres qui résonnent sur la lettre qui résonne dans l'enveloppe qui résonne dans le sac. Oui, À la résonance oui, du haut feu les feuges. Oui. ça aussi, ça résonne. « 8 heures du soir. 8 heures et 7 minutes exactement. Elle tient entre ses doigts de violoniste un verre de vin rouge et discute avec qui? Avec la nana ou le mec debout derrière le bar? À moins que ce soit avec Elle a cette amie, Victoria. La Victoria qui marche sur les lettres. la Victoria qu'elle a rencontrée au cours de néerlandais. La Victoria qu'elle a rencontrée quand elle passait une audition à l'opéra. Celle qui l'a entraînée dans cette salle de freestyle, à l'est d'Amsterdam. Ou alors dans cette cave de l'Overtoom, un ciné-club où on projette des vieux classiques hollywoodiens. Et que fréquentent tous les étrangers de la ville. Parce que ce n'est que là-bas, oui, que là-bas, entre eux, qu'ils ne se sentent pas étrangers. Victoria est née à Belgrade, ou à Sofia, ou à Stockholm. Elle est née à Belgrade, oui, mais elle a fait ses études à Madrid. Elle a fait ses études à Madrid, oui, mais elle a immigré à Milan. À Milan, oui, mais sa spécialisation, elle l'a terminée en Inde. Et elle s'est installée à Amsterdam parce qu'elle est tombée amoureuse de Nigel. Oui, Nigel, qui est irlandais. Victoria a monté un spectacle de rue qu'elle tourne dans le monde entier. Un spectacle de rue féministe, oui, elle a une grande jupe qu'elle déploie comme la mer. Qui s'agite comme la mer, oui, mais pas la mer déchaînée qui bat les côtes de l'île aux mouettes à Tantoura. Non, quand Victoria ouvre sa jupe face publique, ça fait plutôt comme les hautes vagues qui attaquent les plages de la mer Noire. Non, ça c'est quand Victoria sillonne à vélo les rues de la très calviniste Amsterdam. Oui, Avec une chapka sur la tête. Ou en short super court et barésie. oui, Cette fille n'a aucune inhibition. aucune. Elle se fiche de ce qu'on pense d'elle. Et elle répète ses spectacles avec un militantisme à la soviétique. Elle danse dans tout un tas de pays, hein. Oui. Et elle est super féministe. Oui. Tellement féministe que ça vire à la misandrie. La misandrie, oui, en même temps. En même temps, Elle est obligée de faire la danse du ventre dans des restaurants libanais. Faut bien gagner sa vie. Ce qui n'empêche pas de dire ce qu'elle pense des femmes musulmanes en burqa. des opinions qui sont teintées de xénophobie. Des opinions qui sont teintées de misogynie. Des opinions qui sont teintées d'islamophobie. À l'entendre, les idées de Geert Wilders paraissent d'une grande humanité. Qui ça? Le Pen hollandais. Mais ça, c'est parce qu'elle peut se le permettre. En tant que femme Étrangère, à moitié musulmane. et réfugiée. Donc, Victoria, pour nous recentrer, Victoria lui demande ce qu'il y a dans cette enveloppe. Ou plutôt, elle lui arrache l'enveloppe des mains et là, elle lui demande ce que c'est que cette facture. Elle lui demande, c'est quoi cette somme? Et après, elle tend la facture au barman pour qu'il la leur traduise. Elle tend la facture au barman hollandais super mignon du Stanislavski et attend qu'il traduise. Ma copine n'ose pas le demander elle-même. C'est ce qu'elle dit au barman hollandais super mignon du Stanislavski. Que sa copine n'ose pas le demander elle-même et qu'elle traîne la facture dans son sac depuis le matin. Sauf qu'elle l'a déjà montré, cette facture. Oui, elle l'a montrée dans les bureaux de son label de musique classique contemporaine. À son agent, celle qui lui a proposé d'écrire ce requiem pour 551 enfants morts. Mais en la voyant, la facture, son agent n'a fait que hausser les épaules en disant Et Caprine Freud. « J'en ai pas la moindre idée. Victoria a un ronflement de mépris et se met à lui parler de l'Inde au barman super mignon. Lui, il prend la facture de gaz et essaye de la lire. Mais il n'y arrive pas. Parce que Victoria est assise en face de lui avec son Perrier à la main et qu'elle n'arrête pas de jacasser. Victoria lui raconte Milan. Victoria lui raconte Madrid. Victoria lui raconte Belgrade, La guerre. Victoria lui parle du bosniaque que son père a caché chez eux. du bosniaque que son père a caché chez eux et qui est venu la tripoter pendant la nuit. Elle raconte aussi au barman hollandais super mignon que son père, un pacifiste convaincu, l'a mise à la porte sous prétexte qu'elle calomniait le soldat bosniaque qui l'avait recueilli. Jusqu'à ce qu'enfin, Oui, enfin, elle s'arrête une seconde pour reprendre son souffle. Exactement, elle s'arrête un quart de soupir, une petite pause, une pausinette, et pendant cette pausinette, le barman arrive enfin à en placer une. Il lui demande... Qui est Ingrid von Hurten?
Sauf que Victoria a déjà embrayé sur un film introuvable de Michelangelo Antonioni dans lequel elle a fait de la figuration. Elle était silhouette dans un bordel italien, mais Michelangelo l'avait autorisée à garder son corset. Le barman dit... Apparemment, ta proprio n'a pas réglé sa facture. Victoria poursuit en lui racontant qu'elle a posé nue pour le peintre Jean-Pierre Pelletier et qu'il bandait dans son sarouel. Elle lui décrit comment, à grands coups de pinceau mélancolique, JP, elle l'appelle JP, a reproduit ses seins sur la toile et les a vendus pour 900 000 $ au cours d'une vente aux enchères organisée dans une célèbre galerie new-yorkaise. Il murmure. Cette somme, ce sont des pénalités de retard. Alors qu'elle, Victoria, n'en a pas tiré un sou de ce tableau, ni en euros, ni en dollars, ni même en anciens francs. Il lui explique tout en tripotant sa barbe. Le taux d'intérêt est fixé en fonction de l'indice des prix. Mais elle y a tout de même gagné une chose, Victoria, aucun doute là-dessus, et c'est le plus important. Grâce à ce tableau, elle est entrée dans la postérité. La facture date de 1944 ? Et Yann ? Yann ? Yann n'est pas surpris, il prétend qu'il savait. Il a l'enveloppe avec la facture à la main et il lui dit « Wartier Effen Attendez un instant. Pourquoi il ne lui propose pas d'entrer ? » parce qu'il va immédiatement revenir. Il disparaît un instant dans la pièce d'à côté et revient. D'accord, Yann revient et il lui tend un paquet. Un gros paquet de feuilles jaunies attachées par... quoi, un ruban effiloché ? Et il lui dit « Elles arrivent de temps en temps à plusieurs mois d'intervalle. Elle ? Les lettres, les enveloppes, les factures qu'il est allé chercher dans la pièce à côté et qu'il tient maintenant à la main, celles qui sont attachées avec le ruban effiloché. La propriétaire, Ingrid van Heurten, n'est pas prête à payer. Qui serait prêt à payer ça ? Personne. Parce que personne ne se sent capable, moralement parlant, de mettre la main à la poche et de payer ça. Personne. Enfin, aucun des individus concernés ne peut se le permettre. Ce serait trop injuste. Parce que ? Il chuchote. Parce qu'elle n'était pas dans l'appartement à cette période. Ingrid van Heurten n'était pas là durant les mois où le gaz a été utilisé. Elle était où ? Il crie. Où voulez-vous qu'elle soit ? À se dorer la pilule sur la côte d'Azur ? Pourquoi il crie ? Où voulez-vous qu'on soit ? Et il lui claque la porte au nez. La propriétaire ne pouvait pas être chez elle pendant la période en question. Pendant ces mois maudits de 1944. Pendant ces mois obscurs de 1944. Parce qu'elle était au fond de l'abîme. De quel abîme ? L'abîme de l'année 1944. Un temps de silence. J'ai pas dit génocide. J'ai cru. Là, tu viens de le dire. Tu viens de dire génocide. Un soupir. Elle y était. La propriétaire de l'appartement, Ingrid van Heurten. Elle était là-bas en train de crever au fond du fond. Pendant toute cette période, elle y était. Ou plutôt, elle n'y était déjà presque plus. Elle était où ? Là-bas. 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 Là-bas ? Elle était là-bas, mais n'était déjà plus vraiment. Elle n'était plus vraiment. Elle n'était presque plus. Elle était là-bas, donc elle n'était presque plus. Ingrid van Heurten. La propriétaire de l'appartement. Elle s'en est sortie. Du fond du fond ? Oui. Ingrid von Heurten est revenue. Et elle refuse de payer la facture. Un temps. Pourquoi ? Bah alors je vais la payer, moi. Tout à coup, elle dit ça. Vous ? Oui. Tout à coup, ça lui paraît simple comme bonjour et clair comme de l'eau de roche. Je vais la payer et qu'on n'en parle plus. Quelle drôle d'idée. Yann dit, vous ne pouvez pas. Si. Il s'étonne. Pour quelle raison est-ce que ce serait à vous de la payer ? Mais alors je vais demander à ma mère. Pour quelle raison ce sera à votre mère de la payer ? Alors je vais demander à ma grand-mère. Pour quelle raison ce sera à votre grand-mère de la payer ? Bon, alors c'est simple, je vais la payer moi-même, cette facture. C'est ce qu'elle dit à Yann. Pour régler définitivement la question. Une fois pour toutes, point final. Il faudra me passer sur le corps. Il faudra passer sur les corps de nos 6 millions de morts. Un temps. De silence. Un soupir. Non. Un temps quand même, parce que... Si Ingrid von Heurten n'était pas dans l'appartement... Alors, Qui s'est servi du gaz ?
C'est l'horreur, ce gaz. À cause du symbole. Et toi, tu répètes ce mot, gaz, 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 pour que ce soit encore pire. Or, il ne s'agit là que de bureaucratie. Après la guerre, les employés de la mairie d'Amsterdam n'étaient pas antisémites, et ceux d'aujourd'hui, pas plus que ceux d'hier. Personne ne haïssait cette Madame Van Heurten. Au contraire, c'est justement parce qu'ils la considéraient comme une citoyenne lambda qu'ils ont exigé d'elle le règlement de ses factures, comme tout le monde. Ah bon? C'est ce qu'on appelle une mentalité de fonctionnaire. Le zèle bien connu des fonctionnaires néerlandais. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Pour moi, c'est la mentalité qui a permis aux nazis d'exterminer si facilement 75% des juifs de Hollande. Elle n'était même pas juive. Ingrid von Heurten, elle était juive. Non. Alors pourquoi elle s'est retrouvée à Auschwitz? Von Heurten! Ce n'est pas un nom juif? Si elle a été déportée à Auschwitz, c'est qu'elle était juive. Attends. Van Heurten. Juive, vraiment? Oui, tout à fait. Son nom de jeune fille, c'était Cohen ou Marcus, mais elle a épousé un vrai Hollandais. Oui, elle a épousé un arien pure souche qui s'appelait Van Heurten. Meneer Van Heurten. Non. Quoi, non? Elle n'était pas juive. Ok. Ok, quoi? Ok. Elle avait épousé un néerlandais, ce monsieur Van Heurten, qui était quoi? Comptable dans une Assyrie? Mais non pas comptable, avocat. Après la guerre, il s'est occupé des juifs qui avaient été spoliés. D'accord. Il était avocat et a représenté des juifs qui n'arrivaient pas à récupérer leur appartement. Il les a défendus au cours de procès retentissants qui finissaient toujours mal pour eux. Il a aussi représenté des résistants. Des résistants, oui, mais ça c'était au début de l'occupation, quand il y avait encore un semblant de justice. Comme Yann. Oui, comme le voisin du dessus. Le Yann retraité qui se trouve présentement assis au 2e étage, dans son salon, en train de siroter un petit verre de genièvre tout en regardant des chiffres et des lettres à la télé. Comme Yann. Genre quoi? Genre, comme Yann. Genre avocat comme Yann, de ceux qui défendent les minorités opprimées, les prisonniers politiques, les victimes de discrimination, les causes perdues, Les exclus. Que la société a baisé. ceux qu'on a considérés comme des sous-hommes et de la vermine, Les PD. Les juifs. les difformes et les infirmes. Et aussi ceux qui ont des maladies de peau. Non seulement il les a défendus, mais il les a épousés. Tous. Il a épousé Ingrid. Elle avait besoin de lui, il l'a épousée. Mevrouw Ingrid van Heurten, paix à son âme. Elle était infirme, Non. Malade? Non. difforme. Non. Schizo? Bah du tout, rien à voir. Alors elle était couverte de croûte, genre lépreuse. Non, c'était une femme sublime avec beaucoup de classe, ce qui explique pourquoi il est tombé amoureux d'elle. Belle femme, grande classe, et aussi une sacrée paire de couilles. Une paire de couilles de super-héros. Une paire de cojones, Couilles en espagnol. de palais, Couilles en italien. de gogan, Couilles en kurde. de baleine. De quoi? Baleine, couille en néerlandais. Comme bitterbaleine. Les boulettes apéritives à base de bœuf et d'oignons, on fait revenir ça, c'est très très bon, il y a des huîtres. D'accord, mais elle était juive et faisait partie de la bourgeoisie éclairée d'avant-guerre. Elle occupait même un poste à responsabilité. Bourgeoise, éclairée et poste à responsabilité qu'on lui a retiré dès le début de l'occupation. Exactement. Sauf qu'elle n'était pas juive. Si, c'est pour ça qu'elle a été déportée, parce qu'elle était juive. On lui a très vite retiré son poste à responsabilité, mais elle n'était pas juive. Et Auschwitz alors? Un temps de silence. Auschwitz, oui. Mais pas parce qu'elle était juive. Ah bon? Mais oui, elle a raison, les gens en ont ras-le-bol d'entendre parler des juifs. Le sujet est rebattu, ressassé, remâché, c'est, comment dire, c'est... Has-been. Exactement, voilà. Pour les gens, les juifs, c'est has-been. Et Auschwitz alors? Un temps, Auschwitz, oui, mais pas parce qu'elle était juive. Ah bon? parce qu'elle était tzigane. Mais non, pas tzigane. Tzigane, lesbienne et communiste. Non. Elle a été déportée parce qu'elle a combattu. Elle a été déportée parce qu'elle a combattu. Ok. Donc elle faisait partie de la résistance? Et elle n'était pas juive? Non, elle était résistante. Ah bon? Oui, c'est ça son histoire. Et dans la résistance, elle avait un poste à responsabilité. Ok, donc elle a caché des dizaines de personnes grâce à un réduit secret creusé dans le mur. Plusieurs. Plusieurs? Oui. Des tas de réduits. Avec des tas de passages secrets qui courent le long des murs. D'accord. Va pour les passages secrets. Mais dans ces planques, il doit y avoir au moins une juive. Oui, il y en a une, il y en a même une dizaine qui se terrent ici, derrière les murs de ton appartement. Où tu composes. Où tu réfléchis à tes orchestrations. Où tu fais tes gammes. Où ton Hollandais fait ses gammes sur toi. Où ton enfant a été conçu. Où tu te prépares à le mettre au monde. Là où tu as rêvé le paradoxe de l'étourneau. Et Oui, où tu te sens l'héritière de générations et de générations d'Européens. de violoniste. Mais en plus complexe. En plus concerné. Et en plus conceptuel. Oh oui, en plus conceptuelle, comme celle qui se la pète à Tel Aviv en buvant du vin rouge dans des verres à pied qui ne sont même pas en cristal. Des juifs ont
ont trouvé refuge à l'intérieur de cet appartement, caché à l'intérieur des murs, au fond de réduits et de passages secrets que le couple von Hurten a creusés de ses propres mains. Et dedans, il y en a une en particulier. Une quoi? Une juive. En particulier, cachée là. Dont il est tombé amoureux. Von Hurten? Oui, très amoureux, qui s'appelle... Et d'ailleurs, il l'embrasse à chaque fois qu'Ingrid, sa femme, part en mission secrète. Il embrasse une juive cachée. Oui, alors qu'il est marié à une résistante très courageuse. Et qu'il admire. Ça, pour l'admirer, il l'admire. Mais il est amoureux de l'autre, de la juive. Mais qui s'appelle comment? Bertine. Oui. Bertine. Merci de votre attente, madame. Je vous écoute. Oui, merci, monsieur. Écoutez, pendant les mois concernés, Mefrau Van Hurten s'est trouvée dans un camp d'extermination. Quelqu'un qui n'était pas elle et certainement pas juif, un Hollandais. Un Allemand, peut-être même un soldat ou un fonctionnaire nazi, s'est illégalement installé dans son appartement et a utilisé l'électricité et les gaz. Les gaz, Le gaz, je comprends. pendant qu'elle était à Auschwitz. Un temps. Non, Dans la chambre à gaz. Madame, j'ai compris. Alors, pourquoi les pénalités de retard? Parce que la facture n'a pas été réglée. Je ne vais pas, même si Hitler en personne vient frapper à ma porte. Je vous prie, madame, de bien vouloir laisser Hitler en dehors de cette affaire. Concentrons-nous sur le problème qui vous amène. C'est pourtant bien ça le problème. La mairie a le droit d'exiger le paiement intégral de la facture, y compris les pénalités de retard. Elle a quoi? Les droits? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aucun prétexte Un prétexte? La spoliation? Vous appelez ça un prétexte? n'est recevable, même l'occupation par les nazis. Le montant de la facture, pénalité comprise, doit être réglé intégralement. Peu importe si c'est un tiers qui a utilisé le bien, et peu importe si cela s'est fait de manière légale ou Il illégale. me semble que vous n'avez pas vraiment capté. Peut-être que vous êtes trop jeune et pas très calé à l'histoire. Tous ces mois-là, Mefrau Van Hurten était déportée à Auschwitz. Vous avez entendu parler d'un tel endroit? Ça vous dit quelque chose? Sinon, Ingrid Van Hurten allait être envoyée dans une chambre à gaz. Et pendant ce temps, quelqu'un, pas elle, occupait son appartement et utilisait les... Auschwitz. une contraction. Auschwitz. Oui, c'est une contraction. Elle allait être envoyée dans une chambre à gaz et pendant ce temps, un tiers occupait son appartement, utilisait le... Gaz. Il faut bien que quelqu'un paye. Mais qui? Moi, madame, ça m'est égal. Le principal, c'est que cette facture qui traîne depuis plus d'un demi-siècle soit enfin réglée. Monsieur? Ja gaat ben Schulzonna? En make out dan. Maar Christian Adrosha. gaat met elkaar.
Viens, maman. Je suis sous un cerisier en train de faire caca. Tu sais que j'adore les cerises, pas vrai? Alors regarde, j'en cueille et j'en mange. C'est génial. Je fournis de l'engrais à l'arbre, l'arbre me nourrit. Maman, pourquoi tu rigoles pas? Mademoiselle, où êtes-vous? Des étourneaux. Un vol d'étourneaux. Comme ceci. Mais c'est pas des étourneaux. On dirait des mirages. Non, mirages. Également. Ils sont faciles à reconnaître avec l'étoile de David peinte sur le ventre. Tu la vois là, l'étoile? Ce sont nos mirages. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mais qu'est-ce que vous faites? Ikao on you. Qu'est-ce que vous faites? On a des pays, on est des vôtres. J'ai accouché d'une soldate. J'ai accouché d'une soldate. Elle ne sera pas soldate. Elle ira à la fac d'Amsterdam. Étudiera la civilisation chinoise antique, les droits de l'homme, les lettres classiques et la musicologie. Elle sera soldate. Elle ne sera pas soldate. Elle voudra faire son service militaire. Elle voudra devenir violoncelliste. Linguiste. Ingénieur hydraulique. Danseuse. Elle demandera à porter l'uniforme. On devra me passer sur le corps. Elle s'enveloppera du drapeau de la patrie au nom de nos 6 millions de cadavres.
C'est ici qu'elle était cachée. Bertine! Elle a été déportée à Auschwitz. Bertine? Bertine a été déportée à Auschwitz, oui. Les nazis l'ont attrapée. Et lui, ça l'a rendu fou. Qui? Mener von Heurten? Oui, l'absence de Bertine l'a rendu fou. La culpabilité l'a rendu fou. Avoir trompé sa femme l'a rendu fou, sa femme, cette grande résistante. Mais cette juive, Bertine, il l'avait dans la peau. Ah bon? Cette juive, il l'avait dans la peau. Oui, et en plus, elle était enceinte de lui. Elle était enceinte, oui. Enceinte. Et à Auschwitz. Elle était enceinte à Auschwitz. Elle aussi a cru devenir folle d'inquiétude et de peur. Elle voulait se sauver, et surtout sauver le bébé qu'elle portait. Parce qu'avec sa femme, avec Ingrid von Heurten. Ta propriétaire. Oui, avec elle, il n'avait pas d'enfant. Et il en voulait. Désir exacerbé par la guerre. En temps de guerre, on comprend à quel point la vie est précieuse et on veut faire des enfants. Et sa femme ne pouvait pas? J'ai trouvé ça dans les murs. C'est quoi? Une Erika 8. La machine à écrire qu'utilisaient les nazis. Amsterdam. Amsterdam, ce n'est pas... Berlin. ni Varsovie. Ici, elle ne se balade pas toute nue. Qui? Et elle ne hurle pas en yiddish au milieu de la rue. Qui ça? La Shoah. Ici, elle flotte, fine et vaporeuse. Tel le tulle d'une robe immaculée. Tel le voile léger autour de la mariée. Elle affleure sur les canaux? Quoi, comme la peau qui se forme sur le lait? Plutôt comme une membrane sur un œil infecté. Je l'entends rire. Comme une femme qui sait à quel point elle était belle. Belle. La Shoah, Ingrid Van Heurten. Je la sens. Je sens sa transpiration. Sa peur. Je ne fais plus qu'une avec elle. Avec cette immeuble. Avec cette ville, avec le monde. J'y suis. J'y suis. Dans la planque. Où voudrais-tu que je sois? Dehors. Sur les canaux, dans la rue. Au milieu des fleurs. En train de traverser le Kaiserstraße par notre pont. Sur la Musenplein, à siroter une bière locale comme tout le monde. Avec un cornet de frites et d'herbe à la main. Mais ça, ce n'est qu'un épiderme. Et la planque? C'est son essence. L'ADN de Ingrid Van Heurten. La planque. Grouille la vermine. J'admire ton jusqu'au boutisme. Tu connais ce film où on entre dans la tête d'un acteur en passant par une petite porte exactement comme celle-là?
Tout entre dans ta propre tête. Pas maintenant. Pourquoi? Pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. Qui? Son mari. Son mari? Von Orten, qui est devenu collabo. Quoi? Collabo. Collabo? Oui. Munir Van Orten Collabo. Il a pris contact avec quelqu'un qu'il connaissait à la Gestapo. Collabo, c'est Van Orten là, ah bon? Il a pris contact avec la personne qu'il connaissait, oui. Il avait inscrit un nom sur un bout de papier qu'il gardait dans sa poche parce que ça faisait des semaines qu'il y pensait, des semaines, à s'arracher les cheveux de la tête et à chercher un moyen de faire revenir sa Bertine. Alors, voilà, il a inscrit un nom et une adresse sur un bout de papier qu'il a glissé dans la poche de son contact à la Gestapo. Ton adresse. Et c'est ça qu'il lui a donné. Mon adresse? Tu habites bien 289 Kaisersgracht à Amsterdam? Oui. Donc c'est ton adresse. Il dit à son contact à la Gestapo 289 Kaisersgracht à Amsterdam. Et il donne un nom. Ingrid von Orten. Il trahit leurs activités clandestines et révèle l'existence de tout ce labyrinthe secret caché dans vos murs. Bref, il dénonce sa femme à la Gestapo. À une condition. Qu'on lui retrouve sa copine. Sa copine Bertine qu'il câline en sourdine. Exactement. C'est sa condition pour trahir. Et après, il fait quoi? Il s'enfuit. Ils ne survivront pas sans lui. Non. Sûr que non. Donc, c'est sa femme, Ingrid Van Orten, qui est déportée à Auschwitz, tandis que sa maîtresse, la juive, Bertine. Et libéré. Contre combien 4, 5, 6 résistants? salopard de Collabo. Juste parmi les nations de mon cul. Il défonce notre porte d'un coup de pied. Notre porte, la porte d'entrée de notre appartement. Celle que tu ouvres pour aller au travail. Celle que tu ouvres pour descendre au marché acheter des asperges et du saumon frais pêché en mer du Nord. Tu payes en euros et tu dis au vendeur d'OI avec cet accent étranger si craquant des filles venues d'ailleurs. La porte sur laquelle tu as écrit de ta main en néerlandais ici habite. Ça s'écrit comment? Celle que tu ouvres pour descendre l'escalier. Un sac poubelle dans une main et dans l'autre une enveloppe destinée à ta nièce avec le mot Israël écrit en bas à droite. À l'intérieur, tu as glissé une lettre et la petite cuillère avec une vache hollandaise en fimo que tu as achetée dans une boutique de Waterloo Plain. Il leur a communiqué une adresse précise et ils savent exactement ce qu'ils cherchent. Ils enfoncent d'un coup de pied la porte et entrent directement dans cette pièce. Là, ils tombent sur... Ingrid von Orten. Et deux autres résistants en train de dormir. Dans notre chambre à coucher. Là où on a accroché à la reproduction de Kandinsky qu'on a acheté au musée d'art moderne de Dubrovnik. Dans notre chambre à coucher. Là où on a posé notre photo préférée. Celle où on s'embrasse dans le petit bateau sur le canal le jour de la Gay Pride. Dans notre chambre à coucher. Là où on a sniffé du pot percé. Après on a pris un pied gigantesque. Et Munir von Orten. Absent. Ah bon? Ce soir-là, par le plus grand des hasards, il ne dort pas à la maison. Il a dit à sa femme qu'il partait en voyage d'affaires. C'est ce qu'il lui dit? Où? À Arnhem? À Arnhem ou à Svon, peu importe, pourvu que ce soit loin. Et elle va se coucher ici. Dans le lit. Dans notre lit. Un temps. De silence. Non. Très long. Il n'y a rien là derrière. Il cherche les rats qui se terrent dans les passages secrets. Les murs! Les canalisations! Les gros rats! Les sous-hommes. Ils font irruption en hurlant dans l'appartement, matraque au poing, se saisissent d'Ingrid von Orten, défoncent le mur à coups de pied, découvrent la première planque et embarquent tout le monde! Ils en abattent quelques-uns en leur tirant direct une balle dans la tête. Dans la tête de ceux qui ne leur reviennent pas. Oui! Et c'est tout. Quoi c'est tout? C'est tout. Ils ne détruisent pas les cachettes Non, pourquoi? pour qu'elles ne soient pas réutilisées. Non, pourquoi? Encore plus simple. Ils s'installent dans l'appartement. Dans ton appartement. Celui que tu as choisi parmi tous ceux que tu as visités, y compris dans les quartiers les plus stylés d'Amsterdam. Celui qui donne sur le canal. Parce que tu aimes te promener le long des quais et entendre tes talons résonner sur le trottoir. Celui du premier étage de l'immeuble, devant lequel tu as attaché ta bicyclette, avec un cadenas que tu t'es exercé à ouvrir d'une seule main, même ganté. Celui dans lequel tu es passé d'une pièce à l'autre avec ton ordinateur pour une visite virtuelle avec tes amis restés en Israël. L'appartement dans lequel tu as testé une recette de spéculoos à la cannelle, cardamome et clou de girofle. Ce jour-là, tu es même allé frapper chez ton vieux voisin, Yann, avec une assiette de petits gâteaux, mais il ne t'a pas ouvert, non? Il ne t'a pas ouvert.
Il était pourtant assis dans son salon en train d'écouter du Brel sur son vieux tourne-disque. Cet appartement, le tien, a été saisi. Des inconnus travaillent dedans, dorment dedans, mangent dedans. Et donc, se servent de gaz. Oui, se servent du gaz pour faire bouillir leur eau fétide. Pour réchauffer leur corps perfide. Pour griller leurs côtelettes putrides, c'est du porc. Chez toi. Salopard. Chez toi, dans cet appartement. Salopard de fils de pute. Et ils ne payent pas la facture. Chez toi, dans ton appartement, là où tu n'as cessé de te poser la question, et si on avait caché des juifs ici pendant la guerre? Chez toi. Des nazis habitaient dans ton appartement. Tu n'y avais pas pensé à ça, hein? Des nazis. Attends. Des nazis. De silence! Un soupir! Et après, Après, la juive, la Bertine, revient d'Auschwitz. C'est comme on peut le constater en la regardant ou en regardant ce qu'il reste d'elle. Elle n'a pas perdu son bébé. ah bon? Et elle devrait accoucher d'un instant à l'autre. Ici, dans cette chambre, sur ce lit. Mais puisque les nazis sont installés. Exact. Sauf que dans la journée, quand ils sortent vaquer à leurs occupations de nazis, Bertine et son amant en profitent pour s'introduire à l'intérieur et récupérer quelques affaires. Récupérer les vêtements qu'elle a cachés dans les murs. Récupérer les papiers qu'elle a enterrés dans un des passages secrets. Et aussi ses appareils photo. Ces appareils photo. Oui, elle avait des appareils photo. Et grâce à ça, ils ont tout répertorié. Tout leur système de planque. Donc, ils s'apprêtent à récupérer leur matériel quand soudain... Je dois m'asseoir un instant. Là, sur le lit. C'est elle qui dit ça? C'est moi. Je sens que ça vient. Oui, ça vient. C'est ce qu'elle dit. C'est ce que moi j'ai dit, moi. Qui dit quoi? C'est moi qui parle. Bon, pour dire quoi? Que ça vient. Que quoi vient? Ça vient. Inspirez, expirez, c'est 6 fois, c'est 6 courtes respirations. Hein. Dai, à qui elle dit ça? Die! Oh, she wants the baby to die! Elle crie dans sa langue maternelle en hébreu. Dai qui veut dire assez. Maman. Emma. Maman. Ta maman n'est pas là, petite. Ta maman est loin. Poussez! Poussez! Poussez. Poussez! Évitez de péter en même temps. Ici, en Europe, on accouche avec élégance. Et là, il la renvoie. Qui? Bertine, c'est à ce moment-là qu'il la renvoie. Les nazis. Ils la déportent de nouveau, mais sans son bébé. Bertine, il la renvoie là-bas. Et il laisse la petite fille qui vient de naître. Mais il renvoie la mère Bertine à Auschwitz. Oui. Il laisse le bébé sur le lit de la chambre à coucher. Dans l'appartement. Sur le lit de ta chambre à coucher. Là où tu allonges ton bébé tout propre. Et où tu le changes sur un lange couleur pastel. Un lange acheté dans une boutique spécialisée du Pichp. Ils laissent la petite fille seule sur le lit parce qu'ils savent qu'elle va crever. Et ils savent aussi comment elle va crever. Nous, on ne veut surtout pas y penser. Parce que c'est un bébé. Parce que c'est un bébé. Parce que c'est un bébé. Pour les nazis, ce n'était pas un bébé. C'était de la vermine. De la vermine. Rien que de la vermine. Et la vermine, on peut l'écraser sous son talon. Ou l'éliminer avec des pesticides. Daesh! Qu'est-ce que Daesh vient faire là-dedans? Je sais pas. C'est sorti tout seul comme ça. Daesh.
Juste à temps. Attends. Juste à temps pour qu'Ingrid von Hurten ne meure pas. Oui, quand la guerre se termine, elle est encore vivante. Les nazis ont quitté son appartement. Ils ont fui comme des rats. Comme des ordures. Comme des sous-hommes. Exact, comme des sous-hommes. À son retour d'Auschwitz, Mefrau van Hurten est rentrée chez elle. Ici, elle a retrouvé cette chambre-là. Elle a poussé cette porte-là. A foulé ce plancher-là. et s'est assise entre ces murs-là. Elle est de retour. Bon, d'accord. Elle rentre chez elle et elle fait quoi? Elle prend contact avec les 3, 4, 5 résistants que son mari a dénoncés. Oui, elle prend contact avec eux. Et avec lui aussi. Qui ça lui? Son mari. Elle prend contact avec son mari. Et elle dit qu'elle lui pardonne. Elle lui pardonne? Au nom de quoi? Elle lui pardonne de... Elle lui pardonne, comment c'est possible? Non, elle ne lui pardonne pas, bien sûr que non. Elle dit qu'elle lui pardonne. Et lui fixe rendez-vous chez eux, à la maison. De toute façon, lui-même culpabilise à mort. C'est pour ça qu'il vient au rendez-vous, pour qu'elle le sache. Il vient le lui dire. Mais il ne le lui dit pas. Il vient au rendez-vous, mais ne dit rien de tout ça, parce que quand il pousse la porte, elle n'est pas là. À sa place, il voit deux hommes, des anciens résistants, qui le font asseoir ici, sur cette chaise. Il s'assied sur cette chaise et... on lui tend un verre. Il boit. Un verre de quoi? De genièvre? Un verre de genièvre, sans genièvre. Il le sait. Il n'ignore pas ce qu'il contient. Surtout que c'est mérité, il est au courant. Il connaît les méthodes de la résistance. Alors il boit sans discuter. Et ça prend combien? 2, 3 minutes? 2. 2 minutes, et on en a terminé. Ah bon? Ici c'est comme ça, propre, rapide, élégant. C'est la fin? Non, ce n'est pas la fin. Parce qu'il ne meurt pas. Van Hurten ne meurt pas. Sans contester le fait qu'il a dénoncé sa femme et quelques autres résistants, oui, sans contester sa responsabilité dans leur arrestation, il n'est pas considéré comme un salaud dénué de scrupules. Parce qu'il a sauvé la femme qu'il aimait et que cette femme était juive. Injuste parmi les nations. Il est vivant. Il ne meurt pas. Parce qu'il s'en doutait. Qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Oui, il connaissait sa femme. Il savait qu'on l'attendrait dans l'appartement. Il était au courant. Il connaissait les méthodes de la résistance, c'est même lui qui les avait instituées, ces méthodes, et il y croyait toujours autant. Donc il savait? Que ce n'était pas du genièvre. Il savait que c'était Du thiopental sodique. avec du bromure de vecturonium. Du chlorure de potassium. Mais il a bravement bu le poison. Il a bu ça comme un vrai mec. Un vrai de vrai. Il a bu ça en homme qui assume la responsabilité de tout. Le mensonge, l'amour, l'adultère, la trahison, tout. Pourtant, il n'est pas mort. Au bout de 43 minutes, il était toujours vivant. Ok? Alors quoi, il agonise pendant 43 minutes? Avec des spasmes et tout le bazar? Oui. Ces spasmes commencent à 5h52 et se terminent à 6h35. Pendant 43 minutes, il geint, il étouffe, il gesticule, il convulse. Il bave. Oui, il bave. Il écume même. L'écume? Tu veux dire qu'il a de l'écume qui lui sort de la bouche? De la mousse blanche comme ça, oui. Et en même temps, il parle. Il parle, c'est vrai. De quoi? De son enfance malheureuse, évidemment. De l'indifférence des gens autour de lui. Du fait que personne ne se rendait compte de sa détresse et de sa solitude. De sa solitude et de sa différence. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé très tôt à s'identifier aux minorités opprimées. À tel point qu'il a décidé de faire des études de droit et de devenir avocat pour défendre tous les damnés de la terre. Ce qui explique pourquoi il est tombé amoureux d'une juive. Non seulement il l'a aimée, mais il l'a sauvée. Il vomit aussi. Il vomit, il bave, il se chie dessus, il n'arrive plus à contrôler ses sphincters. Pourtant, malgré ça, malgré des sphincters hors de contrôle, il essaie de se relever. Évidemment qu'il essaye de se relever, plusieurs fois même, 3 ou 4... 14 fois, il essaie de se relever 14 fois. Mais à chaque fois, il retombe. Il convulse. Il ne demande pas pardon. Il se relève, retombe, convulse, se pisse dessus 14 fois pendant 43 minutes, mais il ne demande pas pardon. Il donne des explications, décrit ce qu'il a fait, il vide son cœur, mais il ne demande pas pardon. Parce qu'il n'est pas du genre à s'excuser.
Il est du genre à boire le faux genièvre qu'on lui a donné, en homme qui assume. Il est du genre à boire le faux genièvre qu'on lui a donné, en homme qui assume, et à convulser jusqu'à ce que ses muscles se relâchent. Jusqu'à ce que son cœur cède sous le poison. Et son cadavre. Il le balance. Oui. Il balance son cadavre. Par où? Par là. Par là, par la fenêtre, celle de ton appartement. Par ta fenêtre, celle qui donne sur le canal et à travers laquelle tu observes les larmes de pluie tomber en longs filaments perlés. Tu les observes en pensant à la partition que tu dois remettre la semaine prochaine. Par ta fenêtre. Celle qui encadre tout ce qui ne ressemble en rien au paysage de ton enfance. Oui. Celle qui donne sur le canal de l'Empereur. Ton canal préféré, avec le petit pont, là où tu es tombée amoureuse. Oui. Le canal. Que ton enfant verra en premier le jour de sa première sortie. Le canal que tu longeras avec ta poussette tous les matins s'il ne pleut pas. Tu le longeras et tu fredonneras des petites comptines en hébreu. Plouf! Dans le canal. Dans le Kaisergracht. Sous le pont. Non, Sous le pont. oh non, pas sous le pont. C'est pourtant ce qui s'est passé. Ils ont jeté son cadavre sous le pont. Sous notre pont? Oui. C'est vraiment là, sous notre pont. Chut, chatte. Merde. Bon, c'est la fin maintenant. Non, pas encore! Ce n'est pas terminé parce qu'il ne meurt pas! Il ne meurt pas. Il n'est pas du genre à mourir, lui. Il a juste fait semblant. Il a fait semblant de mourir. En vrai, il s'était inoculé un antidote efficace contre tous les produits qu'il allait boire dans le verre de genièvre sans genièvre. Il s'est inoculé un antidote efficace. Parce qu'il connaissait exactement la composition de ce qu'on allait le forcer à avaler. Normal, c'est lui qui l'avait inventé. C'est lui qui avait mis au point les règles de la résistance. Lui qui avait imaginé ce châtiment pour les traîtres. Il avait tout inventé, ce Von Holten. Tout ce qu'il a ensuite renié, tout ce qu'il a été obligé de renier, c'est lui qui l'avait conçu. Alors il s'est injecté ce qu'il fallait. Et il a fait semblant de mourir. Quand on l'a jeté dans le canal, il a nagé sous l'eau et a attendu. Il a attendu, c'est vrai. Il a nagé sous l'eau et a attendu. À l'apnée? Il a nagé sous l'eau, une 60aine de mètres le long du canal, dans son état, après avoir bu le mélange thiopendal, sodique, bromure de vécuronium et chlorure de potassium. Ok? Il a parcouru cette distance, sous l'eau, jusqu'au Lauriergracht. Oui, c'est là qu'il a émergé. Et il s'est planqué sous le petit pont, dans l'obscurité. Et il a attendu que... Il a attendu que ses bourreaux s'en aillent, qu'ils quittent l'appartement. Et après, Il est rentré. Il est rentré? Oui. Il est rentré chez lui. Dans son appartement. Au-dessus du tien. Celui de Yann? ton appartement et celui de Yann n'en formaient qu'un à l'époque. Alors oui, il est revenu dans l'appartement dont ils étaient propriétaires, lui et Ingrid von Horten. L'appartement du dessous, c'est-à-dire le tien. Il a décidé de le mettre en location et lui, il s'est installé dans la partie supérieure, où il vit encore aujourd'hui. Yann serait Meneer van Horten. Oui. Yann. Meneer Jan von Horten. Qui sirote son genièvre, regarde son émission de télé et écoute Brel sur son vieux tourne-disque. Donc lui quoi? Ne règle pas la facture. Non. Il ne règle pas la facture.
Massimo, un immense merci parce que c'est la création nationale de ce texte qu'on a découvert il y a 4 ans, qui nous a bouleversés, qui a un peu parcouru toute l'Europe. Et un immense merci à toute l'équipe du Quai, à la direction du Quai qui a cru en ce projet sur un texte, vous l'avez vu, qui est... Et en fait, pour nous, c'est nécessaire de faire entendre ce genre de texte-là aujourd'hui, de l'autrice Maya Arad-Yazour, qui est parmi nous ce soir. Et on est hyper heureuse et heureux qu'en France, on découvre cette autrice, parce que ce qu'elle dit est absolument nécessaire. Merci beaucoup.